Les salles d'audience sont souvent des lieux d'émotions intenses. Ces affaires montrent la douleur, la colère et le chagrin. Elles exposent les cicatrices durables sur les victimes, les familles et les communautés. Chaque procès révèle comment la justice cherche à rétablir l'équilibre, même face à une tragédie inimaginable. Préparez-vous pour les moments les plus intenses jamais vus dans une salle d'audience. L'affaire de Chandler Dorman a choqué la nation par sa cruauté pure et sa préméditation. En juin 2024, la paisible communauté de Monroe Township, dans l'Ohio, a été bouleversée par la nouvelle d'un père qui a assassiné ses 3 fils, âgés de 3, 4 et 7 ans. De sang-froid. Ce n'était pas un crime commis sur un coup de tête. Dorman a admis qu'il avait préparé les meurtres depuis des mois. Ce jour fatidique, il a exécuté son plan avec un fusil, transformant la maison en scène d'horreur. Les événements se sont déroulés lorsque Dorman a aligné ses fils devant leur maison. Il les a abattus alors qu'ils se tenaient là, impuissants, trop jeunes pour comprendre le danger auquel ils faisaient face. Dans une tentative désespérée de sauver sa vie, le plus jeune fils a réussi à s'échapper dans un champ voisin. Tragiquement, Dorman l'a poursuivi, l'a ramené de force et l'a tué devant des témoins horrifiés. La mère du garçon a essayé d'intervenir mais a été abattue d'une balle dans la tête. Malgré ses blessures, elle a réussi à appeler le 911, décrivant les événements inimaginables qui se déroulaient sous ses yeux. La salle d'audience était remplie de chagrin. Alors que l'affaire progressait, le procureur David Gast a prononcé une déclaration qui n'a laissé personne indifférent, décrivant la mort des garçons comme le crime le plus écœurant et horrifiant qu'il ait jamais rencontré. Gast a dressé un tableau saisissant de la trahison que ces enfants innocents ont subie. Ces garçons lui faisaient confiance pour l'amour, la sécurité et les conseils. Mais au lieu de cela, il est devenu la source de leur peur et de leur douleur ultime. Alors que Gast racontait, beaucoup dans la salle d'audience pleuraient ouvertement. Les membres de la famille et les observateurs étaient bouleversés par les détails. La mère, qui avait survécu à l'épreuve, n'a pas parlé, mais a donné une déclaration écrite que le procureur a lue à haute voix. Elle décrivait la douleur de perdre ses fils et son incompréhension de comment l'homme en qui elle avait confiance pouvait commettre un tel acte. Même les secouristes ont été affectés. Ils ont décrit avoir trouvé les corps sans vie des garçons et tenté de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire. Sachant qu'il n'y avait aucun espoir, les invités ont salué leur bravoure, soulignant qu'aucune formation ne pouvait préparer quiconque à une scène aussi traumatisante. Pendant la phase de condamnation, Dorman est resté impassible. Son absence de remords ou de reconnaissance de l'horreur qu'il a causée n'a fait qu'approfondir l'indignation ressentie par la famille et les membres de la communauté présents. La blessure de la mère a servi de rappel sinistre de sa tentative de protéger ses fils, rendant le poids émotionnel du procès encore plus lourd. Le juge a imposé 3 peines de réclusion à perpétuité consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle, la peine la plus sévère prévue par la loi de l'Ohio. Cette décision a assuré que Dorman passerait le reste de sa vie derrière les barreaux, ne représentant plus jamais une menace pour la société. La gravité de ce crime appelle la punition la plus stricte, a déclaré le juge, faisant écho aux sentiments de la famille en deuil et de la communauté. La caution de 20 millions de dollars fixée plus tôt dans le procès était la plus élevée de l'histoire du comté de Claremont. Reflétant la reconnaissance par le juge de la gravité de l'affaire, ce montant sans précédent soulignait le danger que représentait Dorman et l'ampleur de ses crimes. La communauté s'est rassemblée autour des membres survivants de la famille, offrant son soutien et organisant des veillées pour honorer les 3 garçons. Leur mort tragique a servi de rappel saisissant du potentiel du mal à se cacher dans des vies apparemment ordinaires. Beaucoup dans la communauté ont exprimé leur frustration. Comment un acte prémédité soit passé inaperçu durant des mois, Dorman a admis. Les services sociaux sont examinés, meilleur système d'intervention et de surveillance. Les défenseurs de la sécurité des enfants demandent des réformes, soulignant l'importance de la vigilance pour identifier les signes de maltraitance ou négligence. Pour la mère de la victime, la douleur est sans fin. Sa déclaration lors de la condamnation reflétait un mélange de chagrin, de colère et de désir. Il était mon monde, mon tout. Aucune punition ne les ramènera pas, mais au moins il ne fera plus de mal à personne d'autre. En 2023, un accident causé par un conducteur ivre a secoué Rock Hill lorsque Cassie Cunningham, sous l'influence de l'alcool et de la marijuana, a causé la mort de Kristen Knight, âgée de 22 ans. Kristen, une jeune mère d'enfant, conduisait sa voiture sur l'autoroute 161 de Caroline du Sud lorsque la vitesse imprudente de Cunningham a transformé un après-midi tranquille en cauchemar. Les rapports ont révélé que Cunningham roulait à 107 miles par heure lorsqu'elle a percuté l'arrière du véhicule de Kristen à une intersection.
La collision a poussé la voiture de Kristen dans le terre-plein central dans un autre véhicule, la laissant écrasée. Elle a succombé à ses blessures peu après avoir été transportée à l'hôpital. L'accident a privé 2 enfants de leur mère et a brisé la vie de ses proches. Cunningham avait pris soin de Kristen, enfant dans sa famille. La salle d'audience était remplie de chagrin, colère et tristesse alors que Cunningham faisait face aux conséquences. Lors de sa condamnation, le père de Kristen, Tommy Knight, a prononcé une déclaration déchirante. « Mon fils me demande tous les jours « Où est ma maman ?» a-t-il dit, sa voix tremblant d'émotion. Il a dressé un tableau saisissant de la perte de la famille et du vide irremplaçable que l'absence de Kristen avait créé. La petite amie enceinte de Kristen, qui avait été témoin de l'accident, a également parlé en larmes. « Je l'ai tenu au sol pendant qu'il mourait », a-t-elle dit, racontant le moment traumatisant qu'elle ne pourrait jamais oublier. Cunningham, visiblement ébranlée, s'est adressée à la famille de Kristen avec des excuses en larmes. Elle a exprimé un profond remords, disant « Kristen était l'un des enfants dont je me suis occupée autrefois. Je porterai ce souvenir avec moi pour le reste de ma vie. » Elle a ensuite promis qu'elle consacrerait sa vie à sensibiliser aux dangers de la conduite en état d'ivresse. Cependant, ces excuses n'ont guère apaisé la colère des proches de Kristen. Pour eux, aucun mot ne pouvait annuler les dommages irréversibles causés par les actions de Cunningham. La défense a tenté de dépeindre Cunningham comme quelqu'un luttant contre une dépendance et des problèmes de santé mentale depuis toujours, y compris un trouble bipolaire et un SSPT. Ils ont soutenu que ces facteurs avaient contribué à son comportement imprudent. La famille de Cunningham a également imploré la clémence, la décrivant comme une mère aimante qui avait commis une terrible erreur. Cependant, l'accusation a souligné la condamnation antérieure de Cunningham pour conduite en état d'ivresse en 2008 et a mis en avant son historique de comportement dangereux au volant. Le juge Bran Gibbons a condamné Cunningham à 23 ans de prison, ainsi qu'à une amende de 115 000 $. Il a reconnu ses luttes contre la dépendance et les problèmes de santé mentale. Ses actions impliquaient responsabilité. Dieu peut vous pardonner. Il y a des conséquences à vos choix. Il a souligné que la sévérité de la peine reflétait les conséquences dévastatrices de son imprudence. La famille de Kristen a exprimé des sentiments mitigés à propos de la sentence. Alors que certains trouvaient du réconfort dans justice était rendue, d'autres estimaient qu'aucune punition ne pourrait compenser la perte de la vie de Kristen. Elle n'a pas seulement pris ma fille, elle a pris une mère, une sœur et une amie, a déclaré la mère de Kristen, sa voix remplie de douleur. La tragédie a suscité des discussions sur la conduite en état d'ivresse et l'importance d'une application plus stricte des lois sur la conduite sous influence. Aider les personnes dépendantes pour éviter des dommages. La famille de Kristen a juré d'honorer sa mémoire en sensibilisant au danger de la conduite imprudente. Le cas de Cunningham a également mis en évidence la nécessité de mesures plus strictes pour empêcher les récidivistes de mettre des vies en danger. Sa précédente condamnation ivre n'avait entraîné que des sanctions mineures, soulevant des questions sur le fait qu'une intervention plus stricte aurait pu prévenir cette tragédie. Pour les enfants de Kristen, la perte est incommensurable. Son père a décrit comment il demande souvent quand leur mère rentrera à la maison. Une question qui lui brise le cœur à chaque fois. Il a promis de garder sa mémoire vivante en s'assurant que ses enfants sauraient toujours à quel point elle les aimait. En 2013, Détroit a été secoué par un crime choquant commis par DeMarco Harris, âgé de 12 ans. Lors d'une tentative de vol, Harris a tiré et tué Tricia Babcock, âgée de 24 ans, une femme brillante et aimante, qui commençait tout juste à construire son avenir. Tricia, étudiante en soins infirmiers, s'était arrêtée à une station-service lorsque Harris l'a abordée. Elle a refusé de remettre ses affaires. Horrifié, Harris a tiré, le tuant. Choqué sa famille et la communauté, incapable de comprendre un acte si odieux d'un si jeune. L'affaire a vite attiré l'attention nationale à cause du crime et de son âge. Le système judiciaire a été confronté à la tâche difficile de déterminer comment traiter un enfant qui avait commis un acte aussi violent. La salle d'audience était remplie de chagrin et d'indignation alors que la famille de Tricia faisait face au jeune garçon responsable de sa mort. Son père, visiblement ébranlé, a parlé en larmes lors de sa déclaration d'impact sur la victime. « Tu as pris ma fille, ma lignée, mon tout », a-t-il dit. « Je ne la verrai jamais marcher vers l'autel ni tenir ses enfants. Tu as volé son avenir et le nôtre. » Le poids émotionnel du procès était accablant. La grand-mère de Tricia s'est également adressée au tribunal, dirigeant sa colère contre le système. Il a la chance de retrouver la liberté à 21 ans,
Mais ma petite fille n'a pas de seconde chance dans la vie, a-t-elle dit. Ces mots ont résonné avec beaucoup de ceux qui estimaient que la justice ne tenait peut-être pas pleinement compte de la gravité du crime. La mère de DeMarco, dévastée par les actions de son fils, a plaidé pour la compréhension. « Blâmez-moi », a-t-elle dit, en sanglotant face à la famille de Trisha. « Je prie chaque jour pour le pardon, et je prie pour la guérison de votre famille. » Sa douleur, bien que sincère, n'a guère apaisé la colère et la tristesse dans la salle d'audience. Harris, resté silencieux durant la plupart des procédures, s'est brièvement adressé au tribunal. Désolé pour ce qui est arrivé cependant, ses excuses ont suscité du scepticisme par la famille de Trish qui a douté de leur sincérité et s'ils comprenaient vraiment l'impact de ses actions. La décision du tribunal de juger Harris comme un mineur a suscité un débat généralisé. Selon la loi du Michigan, Harris ne pouvait pas être condamné à cause de son âge. Au lieu de cela, il a été envoyé dans un centre de détention pour mineurs, libéré à 21 ans s'il est réhabilité. Cette décision a enragé la famille de Trisha, qui estimait qu'elle ne rendait pas justice à leur perte. « C'est une plaisanterie, le père de Trisha après la sentence. Pris la vie de ma fille et il pourrait être libre dans quelques années. » Quel genre d'exemple cela donne-t-il à notre communauté? Beaucoup ont fait écho à ces sentiments, exprimant des inquiétudes quant au message que la sentence clémente pourrait envoyer concernant la responsabilité pour les crimes violents. L'accusation a souligné la difficulté de concilier justice et reconnaissance du jeune âge de Harris. Ils ont reconnu le potentiel de réhabilitation, mais ont souligné que la famille de Trisha porterait leur chagrin pour le reste de leur vie, indépendamment des progrès de Harris. Le cas de DeMarco Harris a soulevé des questions sur comment le système judiciaire devrait traiter les enfants auteurs de crimes violents. Les défenseurs de la réforme de la justice pour mineurs disent que l'âge de Harris devrait être considéré comme un facteur atténuant. Ils ont souligné l'importance de la réhabilitation plutôt que de la punition pour les jeunes délinquants. Cependant, pour la famille de Trish, la douleur de leur perte éclipsait tout potentiel de rédemption. Ils ont juré d'assister à chaque audience pour s'assurer que leur voix soit entendue lorsque le cas de Harris serait réexaminé à 21 ans. Nous ne laisserons pas le système oublier ce qu'il a fait, son père. Pendant Harris purgeait sa peine dans le centre pour mineurs, la communauté affrontait les implications de l'affaire. Besoin de prévention, comme de meilleures ressources pour les jeunes à risque et des lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu. Beaucoup se sont demandé comment un enfant de 12 ans avait pu avoir accès à une arme à feu. Par une tragique soirée d'octobre 2022, Elijah DeWitt, 18 ans, star du football des Knight Future, a été abattu dans le parking d'un centre commercial. Lawrenceville, Géorgie. L'altercation a découlé d'une dispute concernant une transaction de drogue impliquant deux hommes, Chandler Zion Richardson et Kamar Brand. Ce qui avait commencé comme une simple querelle s'est transformé en une rencontre fatale, laissant la famille et les amis de DeWitt dévastés. Richardson et Brand avaient approché DeWitt et son ami dans le parking pour les confronter à propos d'une transaction de marijuana non payée. La situation a rapidement dégénéré lorsque Brand a sorti une arme à feu. Pendant la lutte, DeWitt a été touché plusieurs fois et est mort sur le coup. Cet acte de violence insensé a stupéfié la communauté locale et a laissé beaucoup de gens se demander comment une vie jeune et prometteuse pouvait se terminer si tragiquement. La salle d'audience était remplie d'émotions alors que les membres de la famille partageaient leur douleur lors de la phase de condamnation du procès. Elle tenait une photo de son fils. Sa voix tremblait en évoquant ses rêves, sa gentillesse et l'avenir perdu. « Elijah était plus que juste mon fils, dit-elle. Il était mon meilleur ami. Déliration. Maintenant, tout ce sont des souvenirs. » Elijah, son père, à côté de sa femme, s'est également adressé au tribunal. « Vous avez pris mon fils, dit-il, sa voix lourde de colère et de chagrin. Vous avez pris son avenir, ses rêves et tout ce pourquoi il a travaillé si dur. » Et pourquoi? Une querelle mesquine? À propos de drogue? L'accusation a présenté des enregistrements d'appels téléphoniques où Bran Richardson montrait peu de remords. Ces enregistrements ont alimenté la colère de la famille, soulignant leur manque de responsabilité. Les jurés et les participants ont été visiblement émus par le témoignage de la famille, beaucoup essuyant des larmes en écoutant les déclarations déchirantes. En revanche, les accusés sont restés silencieux la majeure partie des procédures. Lorsqu'il a parlé, Richardson a offert des excuses. « Désolé », a-t-il dit, ces mots semblant creux à la famille en deuil de DeWitt. Brand, cependant, a refusé de reconnaître son rôle dans le crime, gardant un comportement stoïque qui a irrité beaucoup de personnes présentes.
Le procès s'est conclu par des peines différentes pour les deux accusés, reflétant leur rôle dans le crime. Chandler Zion Richardson, qui était moins directement impliqué dans la fusillade, a été condamné à la prison à vie. Avec la possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé une peine minimale, le juge a reconnu le jeune âge de Richardson et l'absence d'antécédents criminels comme des facteurs atténuants, mais a souligné la gravité de ses actes. Kamar Bran, identifié comme le tireur, a fait face à une peine plus sévère. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a décrit ses actions comme étant de sang-froid et insensées et a souligné la nécessité de rendre des comptes. Ce n'était pas un crime passionnel ou une décision prise en une fraction de seconde, a déclaré le juge. C'était un acte de violence délibéré et calculé qui a coûté la vie à un innocent. La sentence a laissé la famille DeWitt avec des sentiments mitigés, soulagés que Bran ne serait jamais libéré. Crainte de libération conditionnelle de Richardson. Elijah n'a pas de seconde chance dans la vie, a dit Down. Pourquoi devrait-il? Ellie, la mort de DeWitt a été un rappel brutal des conséquences de la violence et des problèmes omniprésents liés à l'implication des jeunes dans la drogue et le crime. Son histoire a profondément résonné au sein de la communauté, entraînant des appels à un soutien accru pour les jeunes à risque et à des mesures de sécurité renforcées dans les lieux publics. À la suite du procès, la famille DeWitt a créé un fonds de bourse d'études en son nom pour honorer sa passion pour le football et l'éducation. Nous voulons que la mémoire d'Elijah inspire les autres à poursuivre leurs rêves et à rester sur le bon chemin, a dit Down. L'affaire a suscité des discussions sur les disparités de condamnation et l'équilibre entre justice et réhabilitation. La sentence de Richardson a déclenché un débat parmi experts, certains affirmant que son âge et ses remords justifiaient une libération conditionnelle, tandis que d'autres pensaient que son implication dans un crime odieux devait entraîner une peine plus sévère. En 2013, une altercation violente a conduit au meurtre de M. English et à la blessure grave de M. Poisson. Justin Chapman, alors âgé de 17 ans, était au centre de cet incident tragique qui s'est déroulé lors d'une tentative de vol qui a mal tourné. L'affaire a choqué la communauté locale alors que les détails révélaient les conséquences dévastatrices des actions de Chapman. Le jour fatidique, Chapman, armé d'une arme à feu, a pris pour cible M. English et M. Fisk lors d'une confrontation agressive. Des témoins ont rapporté que l'altercation a rapidement dégénéré, entraînant la mort par balle de M. English et des blessures mettant en danger la vie de M. Fisk. La violence a laissé des familles et des amis en deuil, tandis que la communauté peinait à comprendre comment un jeune homme pouvait commettre un crime aussi odieux. Pendant le procès, la salle d'audience était remplie d'émotions, alors que les familles des victimes partageaient leur douleur. M. English a livré des déclarations déchirantes décrivant la profondeur de leur perte. Sa femme, retenant ses larmes, a parlé du vide laissé dans leur vie. C'était un mari et un père aimant, a-t-elle dit, chaque jour sans lui. Ressemble à une lutte pour respirer. Et Fisk, qui a survécu à l'incident, s'est également adressé au tribunal, partageant le fardeau physique et émotionnel que l'attaque avait eu sur lui. Je ne serai plus jamais le même, a-t-il dit. Les cicatrices sur mon corps sont un rappel constant de ce jour-là, mais les cicatrices émotionnelles sont encore plus profondes. L'accusation a souligné le manque de remords de Chapman comme un aspect clé de leur argumentation. Ils ont présenté des preuves, y compris des enregistrements et des témoignages, pour démontrer que Chapman n'avait montré aucun regret pour ses actions. Ce n'était pas une erreur impulsive, a soutenu le procureur. C'était un acte de violence délibéré, alimenté par la cupidité et un mépris total pour la vie humaine. La défense a tenté de changer le récit en citant l'enfance difficile de Chapman et le manque de soutien comme des facteurs ayant contribué à ses actions. Ils ont soutenu que son âge et son passé devraient être pris en compte dans la détermination de la peine. Cependant, l'accusation a répliqué en soulignant la gravité du crime et l'impact sur les familles des victimes. Alors que le procès touchait à sa fin, le juge s'est adressé directement à Chapman. « Vos actions ont laissé une marque permanente sur cette communauté », a déclaré le juge sévèrement. « Vous avez pris une vie et en avez altéré une autre vie. Les conséquences de vos choix s'étendent au-delà de cette salle d'audience. » Chapman a été condamné à 35 ans à perpétuité, avec une possibilité de libération conditionnelle. La sentence reflétait la gravité du crime et la nécessité de rendre des comptes, tout en laissant une place à une réhabilitation potentielle à l'avenir.
Le juge a noté que cet équilibre était intentionnel, reconnaissant le potentiel de changement tout en assurant la justice pour les victimes et leurs familles. La salle d'audience était silencieuse lorsque la sentence a été prononcée, beaucoup réfléchissant au poids de la décision. Pour les familles de M. English et M. Fisk, la sentence a apporté un certain sentiment de clôture, bien qu'elle ne puisse jamais guérir complètement les blessures laissées par la tragédie. La justice a été rendue, a déclaré la femme de M. English par la suite, mais aucune sentence ne peut ramener la vie que nous avons perdue. Le cas de Justin Chapman est devenu un débat, soulevant des questions sur la condamnation des mineurs et le potentiel de réhabilitation. Alors que certains trouvèrent la sentence juste, d'autres soutenaient qu'elle était soit trop clémente, soit trop sévère, reflétant les défis d'équilibrer justice et compassion. Pour la communauté, la tragédie a servi de rappel brutal des conséquences de la violence et de l'importance de s'attaquer aux causes profondes du crime. Les organisations locales ont commencé à plaider pour des programmes de soutien aux jeunes à risque, espérant prévenir des incidents similaires à l'avenir. Pendant ce temps, les familles de M. English et M. Fisk continuaient à faire face à leurs pertes, trouvant du réconfort dans leurs souvenirs et le soutien de leur communauté. Pour eux, le procès n'était pas seulement une question de punition, mais aussi de s'assurer que les voix de leurs proches soient entendues et que leurs histoires soient retenues. En 2016, Akira McRae, un homme de 22 ans, a été reconnu coupable de meurtre au second degré pour le meurtre de Caneda Barnes, une mère de 7 enfants. La tragédie s'est déroulée lors d'une dispute domestique intense, laissant la communauté de Pontiac, Michigan, sous le choc. Les actions de McCrea ont entraîné une perte inimaginable pour la famille Barnes, alors que leur proche leur a été enlevé dans un moment de violence insensée. L'incident s'est produit lors d'une dispute entre McCrea et Barnes, qui auraient été en couple. Les tensions ont escaladé au point où McRae a mortellement tiré sur Barnes devant ses enfants. Une de ses filles a également été blessée, mais a survécu à l'attaque. La nature brutale du crime a choqué ceux qui connaissaient Barnes, une mère dévouée dont la vie tournait autour de sa famille. Le procès a mis en avant des émotions à vif alors que la famille de Barnes faisait face à l'homme qui avait brisé leur vie. La salle d'audience était remplie de ses proches, chacun luttant avec l'ampleur de leur perte. Lors de l'audience de détermination de la peine, les enfants et les proches de Barnes ont livré des déclarations d'impact, dressant un tableau vivant de sa vie et du vide laissé par son absence. Sa fille aînée, retenant ses larmes, a décrit la dévastation de perdre sa mère. « Vous avez enlevé la personne qui tenait notre famille ensemble », a-t-elle dit, sa voix tremblante. « Elle était notre pilier. Et maintenant, nous devons naviguer dans la vie sans elle. » La douleur dans ces mots a profondément résonné avec tout le monde dans la salle, soulignant les effets de grande portée des actions de McRae. Juste avant sa condamnation, McRae s'est brièvement adressé à la cour, offrant quelques mots de remords. « Je suis désolé pour ce que j'ai fait », a-t-il dit. « Je sais que je ne peux pas annuler la douleur que j'ai causée, et j'assume l'entière responsabilité de mes actes. » Cependant, ces excuses n'ont guère apaisé la colère et la tristesse ressenties par la famille de Barnes. Pour eux, aucun mot ne pouvait compenser la perte de leur mère, sœur et amie bien-aimée. La tension dans la salle d'audience a atteint son paroxysme après l'annonce de la sentence. Alors que McRae était emmené menotté, un membre de la famille a crié son nom, déclenchant une explosion émotionnelle. Le juge a appelé au calme, mais l'éruption de chagrin et de frustration était un rappel brutal de l'impact profond du crime. McRae a été condamné à 30 à 60 ans de prison pour meurtre au second degré. Le juge a reconnu la gravité du crime, soulignant le tort irréparable causé à la famille Barnes. Vos actions ont privé une famille de leur mère et laissé une cicatrice durable sur cette communauté, a déclaré le juge lors de la sentence. Cette punition reflète la gravité de votre crime et la nécessité de rendre des comptes. Pour la famille de Barnes, la sentence a apporté une certaine mesure de justice, bien qu'elle ne puisse jamais ramener leurs proches. S'exprimant devant la salle d'audience, son frère a exprimé des sentiments partagés. « Nous sommes reconnaissants pour la sentence. Notre famille ne sera jamais la même sans Caneda. L'affaire a soulevé la violence domestique et le besoin de meilleur soutien pour les victimes. Plus de sensibilisation et ressources pour prévenir des tragédies, insistant sur l'importance de traiter les causes du crime, de cette violence. » Dans les années qui ont suivi le procès, les enfants de Barnes ont travaillé pour honorer la mémoire de leur mère, s'appuyant les uns sur les autres pour trouver de la force. Ils ont partagé des histoires sur sa gentillesse, sa résilience et son amour, veillant à ce que son héritage perdure. Elle était le genre de personne qui vous donnerait sa chemise. Sa fille a dit « Nous voulons perpétuer cet esprit et la rendre fière. »
Alors que McCrae purge sa peine, la famille Barnes continue de se reconstruire, trouvant du soutien auprès de leur communauté et les uns des autres. Le drame judiciaire peut être terminé, mais le parcours émotionnel pour ceux qui restent se poursuit. Pour eux, la justice a été rendue, mais les cicatrices de ce jour fatidique resteront à jamais. Les salles d'audience exposent les émotions à vif et les conséquences dévastatrices du crime, nous rappelant le poids de la justice. Ces affaires révèlent les cicatrices durables laissées sur les familles et les communautés, tout en soulevant des questions profondes sur l'humanité et la responsabilité. En réfléchissant à ces moments glaçants, nous sommes rappelés de l'équilibre fragile entre justice et compassion dans la quête de la vérité.